Alors, bonjour, Léna, bonjour, Romain du jury, bonjour à tout le monde. Donc, on est réunis pour la soutenance de ta thèse. On va te laisser 45 minutes pour la présentation ok, de tes travaux. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec toi, suivi ensuite de la délibération. Prête? Oui, je Alors, tu suis continues. prête. Ok, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui dans le cadre de ma soutenance de thèse. Merci aux membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mes travaux de thèse qui ont porté sur une approche métacognitive des comportements alimentaires. Avant de commencer cette présentation, je voulais vous proposer une petite expérience. J'aimerais que vous regardiez cette part de brownie qui pèse approximativement 100 grammes. Et j'aimerais que vous estimiez, selon vous, combien de kilocalories contient cette part de brownie. Je vous laisse quelques secondes. J'aimerais ensuite que vous estimiez à quel point vous avez confiance envers la justesse de cette réponse. L'expérience que je viens de vous proposer, c'est une expérience métacognitive. La métacognition, elle a été définie par Flavel en 1976 et elle fait référence à la connaissance que l'on a de ses propres processus et produits cognitifs ou de tout ce qui s'y rapporte. Elle est entre autres la surveillance active, la régulation et elle aide à l'orchestration de nos processus cognitifs. Nous, dans le cadre de cette thèse, on s'est intéressé au comportement alimentaire et à la métacognition. Les comportements alimentaires et leur régulation vont dépendre de différents facteurs. On a des facteurs physiologiques qui sont impliqués dans la régulation des comportements alimentaires, comme par exemple les processus de rassasiement et les processus de satiété qui vont conduire à initier ou à terminer une prise alimentaire. Mais on a également des facteurs socioculturels et environnementaux, comme par exemple tous les systèmes de croyances qui sont en vigueur dans nos sociétés avec les normes, les valeurs données par rapport à l'alimentation. On a également des facteurs cognitifs et psychologiques qui vont être impliqués dans cette régulation des comportements alimentaires, avec notamment l'importance des processus mnésiques. La mémoire de nos précédents repas va nous aider à réguler nos comportements alimentaires, mais également des processus exécutifs avec les processus attentionnels, mais également les processus d'inhibition comportementale. Et on a également toute une littérature qui s'est intéressée aux liens entre processus émotionnels, pardon, comme l'anxiété, la culpabilité, le lien avec la régulation de l'alimentation. Nous, au vu de toute cette littérature, on s'est demandé s'il pouvait également exister des facteurs métacognitifs qui seraient impliqués dans cette régulation des comportements alimentaires. Donc, si je rentre plus en détail dans la métacognition, on a Nelson et Narens qui ont proposé un cadre de compréhension du processus métacognitif en prenant comme objet d'étude la mémoire. Selon eux, il existerait deux niveaux. Le niveau objet, qui correspondrait pardon, à la tâche en cours que l'individu est en train de réaliser. Par exemple, une tâche de mémoire ou par exemple le fait de se demander combien de kilocalories est contenu dans la part de brownie. Ensuite, on aurait un second niveau, le niveau métacognitif, qui correspondrait à la représentation que l'on se fait de la tâche en cours. Ces deux niveaux, ils interagiraient ensemble via deux processus. Le processus de surveillance métacognitive, qui va nous permettre d'auto-évaluer nos performances, et le processus de contrôle métacognitif, qui va nous permettre d'adapter nos stratégies et du coup de contrôler nos performances. Nous, dans le cadre de cette thèse, on s'est intéressé uniquement au processus de surveillance métacognitive et notamment aux connaissances métacognitives qui correspondent à l'ensemble des savoirs qu'un individu va posséder sur son propre fonctionnement et qui va agir du coup sur ces processus cognitifs. Une manière d'aller étudier ces connaissances métacognitives et le processus de surveillance métacognitive, c'est d'utiliser des jugements de confiance. Un jugement de confiance, c'est le sentiment de certitude qu'un individu va avoir quant à ses capacités, ses jugements ou encore ses idées. Par exemple, quand je vous ai demandé d'estimer la confiance envers votre réponse pour les kilocalories contenues dans la part de brownie, je vous ai demandé d'émettre un jugement de confiance. Nous, dans le cadre de cette thèse, on a utilisé uniquement des jugements de confiance rétrospectifs, c'est-à-dire qu'ils étaient émis après chaque essai dans la tâche. Il existe d'autres types de jugements, des jugements par exemple prospectifs, où du coup on va émettre notre jugement avant les essais dans une tâche. Une tâche typique de métacognition, c'est par exemple une tâche de mémoire sémantique. Je pourrais vous poser la question, quelle attitude fait le mot Everest? Je vous propose deux choix d'options.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tâche de premier ordre en métacognition et qui va nous donner accès à la performance de type. Ensuite, on demande à la personne à quel point elle a confiance envers la justesse de sa réponse sur une échelle allant de 50% pas du tout sûr à 100% totalement sûr. Et ça, c'est notre jugement de confiance qui correspond à la tâche de second ordre et qui va nous donner accès à la performance de type 2. Au niveau des mesures de la métacognition, on s'est intéressé, nous, à deux mesures. Premièrement, la magnitude des jugements de confiance, qui correspond à la confiance moyenne qu'un individu va avoir par rapport à ses performances. Et on s'est également intéressé à la sensibilité métacognitive, donc à quel point un individu va ajuster son niveau de confiance à la justesse de sa réponse. Une bonne sensibilité métacognitive, ça se représenterait ainsi graphiquement par des niveaux de confiance. Donc ici, on a le niveau de confiance et la justesse de la réponse. Des niveaux de confiance qui seraient faibles pour des réponses incorrectes et des niveaux de confiance qui seraient élevés pour des réponses, du coup, qui seraient correctes. Une sensibilité métacognitive qui serait pas ajustée, ça se représenterait par exemple par une courbe plus plate où peu importe la justesse de la réponse, pardon, on aurait des jugements de confiance qui seraient élevés ou bas. L'inverse, pardon. Donc, nous, on s'est intéressé à cette méthodologie dans le cadre, du coup, des comportements alimentaires. Il n'y a pas vraiment de définition de la métacognition alimentaire dans la littérature, du coup, on en a proposé une. Ce serait la capacité des individus à appliquer une surveillance active sur ses propres processus, sur leurs propres processus cognitifs en lien avec leur comportement alimentaire et à appliquer un contrôle sur ces processus dans l'objectif de maintenir un comportement alimentaire qui serait équilibré. Il y a peu d'études dans la littérature qui ont utilisé la méthode que je viens de vous présenter et ces mesures. Et la majorité des études se sont plutôt intéressées à l'utilisation du questionnaire de Cartwright et Hatton et Wells, qui est un questionnaire métacognitif qui va permettre d'avoir accès aux croyances métacognitives positives et négatives que l'individu possède sur son propre fonctionnement. Par exemple, le fait de m'inquiéter est dangereux pour moi, ce serait une croyance négative sur son propre fonctionnement. Ce que ces études elles ont montré, c'est des corrélations positives entre la présence d'un trouble du comportement alimentaire, la sévérité des symptômes et la présence de croyances métacognitives sur son propre fonctionnement. Donc c'est intéressant ces résultats parce que ça nous dit que les processus métacognitifs sont peut-être pertinents à aller étudier et potentiellement ça pourrait être une piste thérapeutique intéressante dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Donc nous, au vu de toute la littérature que je viens de vous présenter et du cadre conceptuel que je viens de vous présenter, on s'est posé une problématique. Est-ce que nous sommes en capacité d'appliquer une surveillance métacognitive à nos connaissances en lien avec l'alimentation? Pour ça, on a développé trois grands axes de recherche. Le premier axe qui s'est intéressé aux connaissances nutritionnelles des individus et à leur capacité à évaluer avec justesse ces connaissances. On a développé deux études dans cet axe, Méthano 1 et Méthano 2. Je vais vous présenter uniquement Méthano 2 dans le cadre de cette présentation, car c'est une réplication partielle de Méthano 1 et on utilisait le même paradigme expérimental. Notre deuxième axe de recherche, il s'est intéressé à la capacité des individus à prédire leur comportement alimentaire et à évaluer la justesse de ces prédictions alimentaires. Ici encore, on a développé deux études, Metapred et Metapred Aging, où on s'est intéressé du coup dans cette deuxième à la comparaison avec une population de personnes âgées de plus de 60 ans. Et notre dernier axe de recherche, il s'est intéressé à l'influence du niveau de satiété sur les capacités de prédiction alimentaire et l'évaluation de la justesse de ces prédictions. On a développé une étude dans cet axe, HIT-META, que je vais vous présenter également dans le cadre de cette présentation, et qui utilisait le même paradigme que les études Metapred et Metapred Aging. Je vais vous présenter maintenant nos premiers travaux de recherche sur Méthano, donc sur le processus de surveillance métacognitive en lien avec les connaissances nutritionnelles. Tout d'abord, les connaissances nutritionnelles, elles correspondent aux connaissances qu'on a des concepts et des processus qui vont être liés à la nutrition et à la santé. C'est une définition très large et du coup, pour aller évaluer ces connaissances, les personnes, elles ont développé du coup plein de questionnaires qui vont investiguer plusieurs types de connaissances nutritionnelles. Ces études, elles ont montré une corrélation entre le niveau de connaissance
et la présence de comportements alimentaires équilibrés qui mesuraient par exemple comme le fait de consommer plus de fruits et de légumes. Il y a une autre partie de la littérature qui s'est intéressée à la conscience de la nutrition. Et pareil, de la même manière, ces études, elles ont utilisé des questionnaires pour mesurer la conscience nutritionnelle et ils ont observé des corrélations positives entre un niveau de conscience élevé et des comportements alimentaires qui allaient être équilibrés. Donc, c'est intéressant ces résultats. Par contre, les mesures de connaissance et de conscience, elles sont euh, diverses dans chaque étude, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre questionnaire et du coup, c'est difficile de pouvoir comparer les études entre elles et avoir une évaluation plus objective de ces connaissances nutritionnelles. Nous, l'objectif, du coup, dans cette étude, c'était tout d'abord de mesurer les capacités de discrimination des personnes, donc à discriminer deux aliments dans une tâche, en fonction de différents types de connaissances nutritionnelles. Et deuxièmement, du coup, d'évaluer leur capacité de surveillance métacognitive en utilisant, du coup, la sensibilité métacognitive. Au niveau de notre protocole, qui a été préenregistré et validé par notre comité d'éthique locale, ça se présentait ainsi. Donc, on présentait deux images d'aliments aux participants et on leur posait quatre types de questions correspondant à quatre types de connaissances nutritionnelles. On avait des questions concernant la teneur en kilocalories, la teneur en glucides, la teneur en lipides et la teneur en protéines contenues dans 100 grammes d'aliments. Donc on leur posait ces questions, quel aliment contient le plus de kilocalories dans une portion de 100 grammes? Donc ça, c'était notre tâche de premier ordre, notre tâche de discrimination, pardon. Et ensuite, on leur demandait, après chaque essai, d'émettre un jugement de confiance sur la justesse de leur précédente réponse. Donc ça, c'était notre jugement de confiance rétrospectif qui nous donnait accès à la performance de type 2. Au niveau de notre échantillon, on a interrogé 62 étudiants et étudiantes en psychologie dans notre université pour une moyenne d'âge de 21 ans et un IMC moyen de 22 qui se situe dans les normes de santé. Petite particularité de cette tâche, et dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on allait faire varier la difficulté de la tâche en manipulant du coup la distance alimentaire entre nos paires d'images. Et pour manipuler cette distance, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, si je vous montre ici un poivron et une aubergine, on a une calorie de différence entre ces deux aliments pour une portion de 100 grammes. Ok? Du coup, la distance entre les aliments, elle sera faible et du coup, la difficulté de la tâche devrait être élevée. Si maintenant je vous proposais le brocoli et le beurre, eh ben, on a 729 calories de différence entre ces deux aliments pour une portion de 100 grammes. Du coup, la distance serait grande, la distance alimentaire, et du coup, la tâche devrait être facile. Au niveau de nos hypothèses, qui sont principalement des hypothèses de réplication, ce qu'on supposait, c'est que les personnes, elles ont des capacités de discrimination pour l'ensemble des connaissances nutritionnelles, mais que ces capacités, elles devraient être plus élevées pour les discriminations concernant la teneur en kilocalories, parce que c'est ce qu'on a observé dans notre précédente étude. On supposait également une diminution des performances de discrimination avec l'augmentation de la difficulté de la tâche. Concernant nos hypothèses métacognitives, on suppose que les individus, ils ont une sensibilité métacognitive pour l'ensemble de leurs connaissances nutritionnelles, des discriminations liées aux connaissances nutritionnelles. Mais là, encore une fois, on s'attend à ce qu'elles soient plus élevées pour les discriminations concernant les kilocalories. Et même hypothèse sur la distance, on suppose une diminution de la sensibilité métacognitive avec l'augmentation du coup de la difficulté de la tâche. Donc au niveau des résultats, ce qu'on observe, donc ici sur le graphique, vous avez chaque type de connaissance nutritionnelle en abscisse et la précision de la tâche ici en ordonnée. Ce qu'on observe tout d'abord, c'est que pour chaque type de connaissance nutritionnelle, les individus sont en capacité de discriminer les aliments et ce, de manière significativement différente du niveau de la chance. Ce qu'on observe ensuite, c'est qu'on a des différences entre nos différents types de connaissances. Tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que les meilleures capacités de discrimination, elles sont pour les kilocalories et pour les lipides et qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux types de connaissances. Ensuite, on observe qu'on est plus précis pour les glucides et ensuite pour discriminer en fonction des protéines.
Si on s'intéresse maintenant à la difficulté de la tâche, ce qu'on observe ici dans le graphique, donc ici 0, ça correspond à une tâche difficile, 100, ça correspond à une tâche facile, donc on lit à l'inverse de ce qu'on a l'habitude, et on a toujours la précision ici. Ce qu'on observe, c'est un effet principal de la difficulté de la tâche, c'est-à-dire plus ma tâche elle est difficile, donc plus je vais à gauche sur mon graphique, moins je serai précis pour discriminer les éléments. Si maintenant on s'intéresse à la magnitude des jugements de confiance, ce qu'on peut observer tout d'abord, c'est qu'on a des jugements de confiance qui vont être en moyenne très élevés, donc avec supérieur à 75% pour chaque type de connaissances nutritionnelles. On observe également des différences de niveau de confiance entre nos connaissances nutritionnelles. Le niveau de confiance le plus élevé, c'est pour les kilocalories, qui est significativement supérieur au niveau de confiance concernant les discriminations pour les lipides et les glucides, qui eux deux ne sont pas différents significativement entre eux, et qui sont par contre plus élevés que pour les discriminations concernant les protéines. On parle toujours du niveau de confiance. Si maintenant je m'intéresse à ma sensibilité métacognitive, c'est-à-dire comment mon niveau de confiance il va varier avec la justesse de ma réponse, ce qu'on observe, donc ici vous avez la précision des discriminations, 0, incorrect et incorrect. Ici, notre niveau de confiance. Ce qu'on observe, c'est un effet principal de la précision de la tâche. Donc mon niveau de confiance, il va être moins élevé quand ma discrimination elle est incorrecte que quand ma discrimination elle est correcte. On observe également des différences entre les connaissances nutritionnelles avec des performances qui sont le plus élevées pour la sensibilité métacognitive est plus élevée concernant les discriminations sur la teneur en lipides contenus dans les aliments. Au niveau de la difficulté, ce qu'on observe premièrement, c'est un effet principal de la difficulté, c'est-à-dire que plus ma tâche elle est difficile, moins mon niveau de confiance il va être élevé. Et on observe également un effet d'interaction entre la difficulté et la précision de la tâche. L'écart de confiance il va être plus faible quand ma réponse elle est incorrecte que quand ma réponse elle est correcte. Maintenant, si on reprend nos hypothèses, que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut valider notre première hypothèse de réplication, comme quoi les personnes elles auraient des capacités de discrimination pour l'ensemble des connaissances nutritionnelles qu'on vient d'investiguer. Par contre, on observe une variation des capacités de discrimination en fonction du type de connaissance. Et là, on s'attendait à ce que ce soit plus élevé pour les kilocalories, et bien c'est plus élevé à la fois pour les kilocalories et à la fois pour les lipides. Donc, est-ce que c'est parce que les lipides, c'est, selon une étude, l'information qui est la plus recherchée sur les packaging d'aliments et que les kilocalories, c'est l'information avec laquelle les personnes, enfin, à laquelle, pardon, les personnes vont être le plus exposées et qui fait qu'on aurait un niveau de connaissance qui serait supérieur pour ces deux types de connaissances nutritionnelles? C'est une piste qu'il faudrait développer plus en profondeur. Ensuite, on pourrait se poser une question, est-ce que on a des différences qui peuvent exister en fonction de la particularité, des particularités des populations qu'on va étudier. Par exemple, si je m'intéresse à des personnes qui vont suivre un régime végétalien ou végétarien, est-ce que j'aurai des connaissances concernant la teneur en protéines des aliments qui seraient plus élevées que des personnes qui ne vont pas suivre ce régime? Ou chez des personnes qui vont souffrir de diabète, est-ce que, par exemple, j'aurai un niveau de connaissance concernant la teneur en glucides dans les aliments qui serait plus élevé que des personnes qui ne souffrent pas de diabète? Ce sont des pistes de recherche. Par contre, ça ne nous donne pas d'informations sur est-ce que le fait d'avoir des connaissances nutritionnelles, c'est suffisant pour avoir un comportement alimentaire qui va être équilibré. Si maintenant on s'intéresse à nos niveaux de confiance et donc à la métacognition, ce qu'on observe, c'est d'abord que nos niveaux de confiance, ils étaient élevés. Mais le niveau de confiance seul, ça ne suffit pas à réguler nos comportements alimentaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les personnes, elles sont en capacité de faire la distinction entre des connaissances qu'elles vont juger fiables, qui sont fiables, et des connaissances qui ne sont pas fiables. Et ça, la sensibilité métacognitive, pardon, nous donne en partie la réponse. Si on présente une sensibilité métacognitive, c'est bien qu'on fait la distinction entre les deux. Et si par contre c'est pas le cas, ça veut dire que potentiellement on a des croyances métacognitives, donc on a l'impression d'avoir une connaissance juste, alors que cette connaissance est erronée.
Si on s'intéresse du coup à nos hypothèses concernant la sensibilité métacognitive, on peut valider notre hypothèse de réplication ici encore une fois. On réplique nos résultats euh, trouvés pardon, dans l'étude Méthano 2 et c'est des résultats qui sont également retrouvés dans d'autres domaines de la métacognition, la mémoire, la perception, où on retrouve ces capacités de sensibilité métacognitive. Et là, nous, on montre pour l'une des premières fois qu'on peut trouver ça aussi sur des tâches concernant des connaissances en lien avec l'alimentation. Et nos individus semblent en moyenne ne pas présenter du coup de croyances métacognitives parce qu'ils ont des niveaux de performance qui sont élevés et une sensibilité métacognitive qui est élevée. Mais par contre, là encore une fois, on ne valide pas la deuxième partie, c'est pas plus élevé pour les kilocalories, mais c'est plus élevé pour les lipides. Donc, est-ce qu'on aurait un biais de surconfiance pour les discriminations concernant les kilocalories? Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une information à laquelle on va être beaucoup exposé et plus on est exposé à quelque chose, plus cette chose va devenir familière et on sait qu'on a un effet de la familiarité sur les niveaux de confiance. Plus on est familier avec quelque chose, plus on va avoir tendance à avoir confiance envers cette chose. Par contre, là encore, ça ne nous dit pas si la sensibilité métacognitive envers ces connaissances nutritionnelles, elle influence le comportement alimentaire. Si on s'intéresse maintenant à notre hypothèse concernant la difficulté, on valide notre hypothèse à la fois pour les capacités de discrimination et à la fois pour la sensibilité métacognitive. On réplique encore les résultats qu'on a trouvés dans le méthano 1 et cet effet de la difficulté, il a également été trouvé dans les autres études en métacognition, en mémoire, en perception. Donc, c'est rassurant sur le fait qu'on a également des bonnes capacités métacognitives pour des tâches en lien avec l'alimentation. Ce qui serait intéressant, ce serait d'aller observer si la distance alimentaire, elle peut, donc la manière dont on a opérationnalisé la difficulté de nos tâches, ça peut avoir un effet sur les choix réels des participants, des individus dans leur quotidien et sur leur comportement d'achat. Et d'ailleurs, en parlant plutôt de comportement alimentaire, notre étude HIT-META, elle s'est intéressée à la capacité des personnes à prédire leur comportement alimentaire et à la surveillance cognitive de ces prédictions, pardon. Et on s'est intéressé également à est-ce que ça va dépendre de notre niveau de satiété, du fait d'avoir faim ou non. Donc, ce qu'on observe dans la littérature, déjà, c'est qu'il n'y a pas d'études sur, peu d'études sur la capacité à prédire ses comportements alimentaires et pas d'études sur la capacité à prédire ses comportements alimentaires associés, du coup, à l'utilisation des jugements de conscience. Il y a plutôt des études qui ont été rétrospectives sur les comportements alimentaires qui sont intéressées à la capacité des personnes à rapporter leur comportement alimentaire, les quantités qu'ils avaient consommées, mais pas tellement à la capacité à prédire leur comportement alimentaire. Nous, on a plusieurs composantes. On a, non, pardon, excusez-moi. D'abord, on utilise les prédictions alimentaires qui sont du coup l'intention des participants à consommer ou non un aliment. Il y a deux composantes dans ces prédictions. On a une composante prospective qui est la prédiction en soi, mais on a également, nous, ajouté un jugement de conscience et le rappel du coup du comportement alimentaire, qui pour le coup sont des composantes rétrospectives. Et pour les prédictions alimentaires, on a déjà montré que ces capacités de prédiction et la sensibilité métacognitive, elles étaient présentes et on l'a montré dans nos deux études, Metapred et Metapred IgE. Ici, ce qui nous intéressait dans HIT-META, c'était de voir l'influence du niveau de satiété, parce que vous avez déjà très certainement entendu cette phrase, comme quoi il ne faut pas aller faire ses courses en ayant le ventre vide. Si on tape ça sur Internet, on observe des articles de blog, des articles de radio qui nous disent qu'il ne faut jamais faire nos courses le ventre vide. Et en fait, il y a peu de littérature, enfin peu d'études empiriques qui s'est vraiment intéressée à cette question. On en reparlera dans la discussion de cette étude. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller observer si ça peut altérer ou non nos capacités de prédiction alimentaire. Donc, l'objectif de cette étude, c'était premièrement deux objectifs de réplication, donc remesurer encore une fois les capacités de prédiction alimentaire sur une semaine et également mesurer la sensibilité métacognitive concernant ces prédictions alimentaires. Ensuite, on avait deux hypothèses concernant l'influence du niveau de satiété. Premièrement, une augmentation du niveau de faim, donc une baisse du niveau de satiété, devrait entraîner une augmentation du nombre de prédictions alimentaires et une diminution de la congruence de ces prédictions, donc du lien entre ma prédiction et mon comportement réel. Et ensuite,
on supposait qu'une augmentation du niveau de faim devrait entraîner une diminution de la sensibilité métacognitive et de la congruence des jugements de satiété que je vais vous présenter tout de suite, vous inquiétez pas. Au niveau du protocole, qui encore une fois a été préenregistré et validé par notre comité d'éthique locale, on avait trois groupes de participants qui allaient passer le protocole dans un ordre plus ou moins différent. Donc, notre premier groupe, lui, il était exposé à l'alimentation, donc dans notre cas, un petit déjeuner, et il consommait ce petit déjeuner avant de réaliser la tâche. Donc, notre participant, il arrivait, on évaluait son niveau de satiété sur une échelle allant de 1 pas du tout rassasié à 9 totalement rassasié. Ensuite, on lui demandait d'émettre un jugement de satiété sur la capacité de ce petit déjeuner à le rassasier. Donc pareil, de la même manière, sur une échelle de 1 à 9, à quel point pensez-vous que ce petit déjeuner pourra vous rassasier par rapport au niveau de satiété que vous venez d'estimer. Ensuite, il consommait ce petit déjeuner, donc ils avaient soit un thé, soit un café, soit un jus de pomme ou un jus d'orange, et des tartines. Ensuite, on reprenait leur niveau de satiété de la même manière et ensuite, ils réalisaient la tâche de prédiction alimentaire. Donc, pour cette tâche de prédiction, on leur présentait des images d'aliments et on leur demandait s'ils avaient l'intention de consommer cet aliment au cours des 7 prochains jours. Ensuite, on effectuait un jugement de confiance rétrospective après chaque prédiction. Ensuite, on leur faisait passer des questionnaires psychologiques et on prenait leur indice de masse corporelle. Et une semaine après la tâche, on leur envoyait un mail, donc cette deuxième partie c'était à distanciel, et on leur demandait si ils avaient consommé ou non les aliments. Donc on leur représentait tous les aliments, qui avaient été présentés dans la tâche de prédiction, et on leur demandait s'ils l'avaient consommé au cours des 7 derniers jours. Notre deuxième groupe de participants, eux, ils n'étaient pas exposés au petit déjeuner quand ils rentraient dans la tâche dans la salle, pardon, et ils mangeaient après la tâche de prédiction. Donc, ils mangeaient juste après avoir effectué la tâche de prédiction. Et oui, chose très importante, pardon, je ne vous l'ai pas dit, tous nos participants, ils étaient à jeun depuis la veille quand ils arrivaient pour passer l'étude. Et notre troisième groupe, il était exposé au petit déjeuner. Donc, quand il arrivait dans la salle, il y avait le petit déjeuner qui était posé devant eux. Mais par contre, de la même manière, ils consommaient le petit déjeuner après la tâche de prédiction. Donc, ces trois groupes expérimentaux, ils nous ont permis de comparer deux choses. Notre premier contraste, le fait de consommer le petit déjeuner avant la tâche ou après la tâche. Donc, groupe 1 au groupe 2 et 3. Et notre deuxième contraste, là, on s'est intéressé à l'effet d'exposition seulement au petit déjeuner. Est-ce que le fait d'être exposé ou non va changer quelque chose? Si je vous fais un point sur les mesures, on a calculé, la congruence du coup des prédictions alimentaires. Si par exemple je prédisais consommer un aliment et que je le consommais réellement, ou que je prédisais ne pas le consommer et que je le consommais pas réellement, c'était des prédictions congruentes. Si par contre je prédisais consommer un aliment et je le consommais pas, ou que je prédisais ne pas le consommer, mais qu'en réalité je le consommais, du coup, on était sur des prédictions incongruentes. Ensuite, on avait nos jugements de confiance rétrospectifs, un jugement de satiété sur la capacité du petit déjeuner à nous rassasier par participant. Au niveau de notre échantillon, du coup, on avait trois groupes d'âge pour une moyenne d'âge de 20 ans, enfin 19,6 et un IMC moyen de 22,51 qui se situe là encore une fois à nouveau dans les normes de santé. Et on n'avait pas de différence au niveau de l'âge, de l'IMC, du niveau d'études dans nos groupes de participants. Et c'était là encore une fois uniquement des étudiants et des étudiantes en psychologie de notre université. Au niveau des résultats, du coup, la première chose qu'on a fait dans cette étude, c'est de contrôler, est-ce que notre manipulation du niveau de satiété, elle était fonctionnelle. Et effectivement, on observe bien qu'elle est fonctionnelle parce que notre groupe 1 qui consommait avant, il a significativement moins faim que les deux autres groupes. Donc ici, plus on augmente, moins ça veut dire que le participant, il avait faim. Donc on observe bien des différences significatives avec, nos deux groupes de participants qui consommaient après. On observe également des différences entre nos deux groupes de participants qui sont exposés ou non à la tâche, mais qui restent quand même significativement inférieurs au groupe qui consommait avant. Au niveau des prédictions de consommation, on n'observe pas d'effet significatif de nos groupes de participants.
Donc, les capacités de prédiction ne semblent pas altérées par le niveau de satiété de nos participants dans notre tâche, où on a des capacités de prédiction qui vont être similaires entre nos groupes de participants. Au niveau de la congruence des prédictions, donc le lien entre ma prédiction et mon comportement réel, on observe là encore pas d'effet significatif de nos groupes de participants, donc pas d'effet du niveau de fin sur la congruence des prédictions, et on observe quand même que les capacités de prédiction, elles sont quasiment toujours supérieures à 90%, donc les personnes prédisent très bien leur comportement alimentaire. Ils font très peu d'erreurs. Ensuite, si on s'intéresse maintenant à la sensibilité métacognitive, ce qu'on observe tout d'abord, donc ici on a la congruence des prédictions, incorrectes, correctes, et ici le niveau de confiance et nos groupes en couleur. Ce qu'on observe tout d'abord, c'est un effet principal de la congruence des prédictions. Donc pour des prédictions qui sont incongruentes, ici, on a des niveaux de confiance qui sont significativement plus bas que pour des prédictions qui vont être congruentes, ce qui montre des capacités de sensibilité métacognitive. Ensuite, là encore une fois à nouveau, on n'observe pas d'effet significatif de nos groupes expérimentaux. On n'a pas de différence de sensibilité entre nos groupes, mais chacun de nos groupes présente par contre des capacités de sensibilité métacognitive. Elles ne sont juste pas différentes entre les groupes. Si maintenant on s'intéresse à notre deuxième mesure un peu particulière de la métacognition, qui est les jugements de satiété, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la congruence du jugement de satiété pour chacun de nos participants. Pour faire ça, on a pris le niveau de satiété des participants après la consommation du petit déjeuner, donc pour avoir une estimation de la capacité du petit déjeuner à réellement les rassasier. Et on a soustrait à leur jugement de satiété, donc la capacité qui prédisait être rassasiante du petit déjeuner. Un score positif, ça correspondait à une sous-estimation de la capacité du petit déjeuner à les rassasier, alors qu'un score négatif a une surestimation. Donc, ce qu'on observe sur notre graphique, là encore, c'est pas de différence significative entre nos groupes. Donc, on a des niveaux de congruence pour le jugement de confiance qui sont équivalents, qui sont non différentes entre nos groupes. Et on observe une légère surestimation parce qu'on a des congruences qui sont d'un signe euh, négatif, surestimation, pardon. Mais par contre, elle est légère parce que pardon, 1, 2, 3, elle ne augmente, elle ne va jamais au-dessus de 1, pardon. Du coup, si on reprend du coup nos hypothèses, donc premièrement, nos hypothèses de réplication, on observe bien, on réplique bien les résultats qu'on a trouvés dans Metapred et Metapred Hatching, qui montrent que nos participants, ils prédisent correctement leur comportement alimentaire, mais ils adaptent également leur confiance à la congruence de ces prédictions. Donc, ils présentent une sensibilité métacognitive. Après, quelque chose qu'on n'a pas évalué et qu'on n'avait pas évalué non plus dans les études Metapred et Metapred Aging, c'est à quel point cet effet, il est lié à un effet de la mémoire prospective, qui est le fait de se souvenir d'une intention au moment approprié dans le futur. Par exemple, est-ce que mon participant, il va rapporter avoir consommé des tomates parce qu'il se rappelle qu'il avait prédit consommer une tomate? Ou est-ce que, par exemple, il me rappelle avoir consommé une tomate parce que quand il est allé dans le magasin, il a vu les tomates et il s'est rappelé qu'il avait prédit de manger les tomates. Donc, à quel point cet effet de confiance des prédictions peut être dû à un effet de mémoire prospective. Si on s'intéresse maintenant à nos hypothèses concernant le niveau de faim, eh ben, on valide aucune de nos hypothèses, donc ça n'a pas d'influence dans notre échantillon sur la prédiction et la congruence des prédictions alimentaires, ni sur la sensibilité métacognitive, ni sur la congruence des jugements de satiété. Et une première hypothèse explicative, ce serait de se dire qu'il y a peut-être une interaction avec les capacités d'inhibition des participants. En effet, on a une étude qui s'est intéressée quand même à l'influence du niveau de faim sur les performances. Et dans cette étude, qui était dans un supermarché virtuel où on demandait aux participants de mettre des aliments dans leur panier de course, ce qu'ils ont montré, c'est que chez les personnes qui ont faim, donc ici les traits en pointillés, eh ben, on observe une élévation du nombre de kilocalories contenues dans leur panier de course, mais uniquement quand ils ont une réponse inhibitrice qui n'est pas effective. Okay. Cet effet, il n'est pas retrouvé du coup quand la réponse inhibitrice est fonctionnelle. Donc ça pourrait être un facteur d'interaction avec le niveau de satiété.
Et ensuite, concernant le fait qu'on ne trouve pas d'influence sur la congruence des jugements de satiété, contrairement à ce que Gisèle et Lindor avaient montré dans leur étude, où ils montraient que plus on avait faim, plus la congruence des jugements de satiété, elle allait diminuer, donc ici et ici sur le graphique. Et ça peut être dû à deux choses. Premièrement, eux, ils avaient 32 essais dans leur étude, donc une puissance statistique qui était supérieure à la nôtre parce que nous, on n'avait qu'un essai par participant pour cette question-là. Et par contre, nous, on a une estimation qui est reliée aux participants eux-mêmes, c'est-à-dire c'est la capacité du petit déjeuner à réellement les rassasier, là où dans l'étude de Guzel et Gungor, c'était des estimations de la capacité des aliments à les rassasier. Après, on s'est posé également une question sur le fait que oui, effectivement, notre manipulation elle est fonctionnelle parce qu'on observe des niveaux de faim qui sont différents, mais est-ce que par contre, on va être sur des processus qui sont similaires dans nos groupes de participants? Est-ce que chez le groupe 1 qui va consommer le petit déjeuner, au niveau biologique, du coup, on serait sur un processus de rassasiement parce qu'ils viennent de consommer le petit déjeuner, ils ont peut-être cette sensation de plénitude après avoir consommé le petit déjeuner. Là où le groupe 2 et le groupe 3, du coup, ils sont à jeun depuis la veille, donc ils ont faim et ils sont pas sur le même processus peut-être physiologique, pas au même moment du continuum en tout cas. Et est-ce que ce que nous on mesure, qui est un report phénoménologique du comportement alimentaire, la perception subjective que je vais avoir de mes signaux de faim, est-ce que c'est la même chose que les processus biologiques qui sont en cours? Est-ce qu'on mesure vraiment les processus physiologiques quand on pose cette question aux participants? Est-ce que ça peut être également l'horaire de notre étude en lien avec les habitudes alimentaires? Nous, du coup, c'était un petit déjeuner. Il y a des personnes qui ont l'habitude de ne pas petit déjeuner, des personnes qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner. Est-ce que ça peut avoir une influence, par exemple, quand on a l'habitude de pas déjeuner le matin, et ben, le fait de pas déjeuner, peut-être que le niveau de faim ne va pas être le même que des personnes qui du coup ont l'habitude et là du coup on les privait de petit déjeuner avant la tâche de prédiction. Donc peut-être qu'on n'a pas les mêmes effets, donc ce serait intéressant d'aller observer ça. On pourrait également avoir un effet du groupe parce que nos participants, ils passaient la tâche par groupe de 6, enfin ils étaient dans la même salle en groupe de 6, mais ils étaient séparés par des panneaux et ils passaient la tâche de manière individuelle sur une tablette, mais on ne peut pas négliger le fait qu'on peut avoir un effet de groupe sur des comportements alimentaires. Donc maintenant, je vais en venir pardon, à la discussion générale de ces travaux de thèse et pas uniquement des deux études que je viens de vous présenter. Et premièrement, je voulais commencer en vous parlant des apports bibliographiques de ces travaux de thèse où on a pu voir en lisant toute la littérature scientifique autour de la conscience des comportements alimentaires que déjà il y a un intérêt grandissant pour cette conscience des comportements alimentaires avec une augmentation du nombre de publications en lien avec cette conscience mais également une pluralité de concepts qui vont être reliés à cette conscience des comportements alimentaires, avec l'autorégulation des comportements alimentaires, la notion de conscience interoceptive, la notion d'alimentation consciente et, dans notre cas, de métacognition alimentaire. Donc, ce serait intéressant de faire une analyse plus poussée de toute cette littérature et de voir quels sont les liens, les similarités entre les différents concepts déjà sur le plan des définitions, premièrement, et ensuite sur le plan empirique, deuxièmement. Et ce qu'on observe également dans cette littérature, c'est qu'on a des populations d'âge différentes qui vont être étudiées de nationalités différentes, avec autant pathologies alimentaires en lien avec l'alimentation, pardon. Et c'est super intéressant, c'est super bien, mais du coup, ça restreint la possibilité du coup de mettre en commun les données et de pouvoir comparer ces données. Donc on est en manque de données empiriques dans cette littérature et notamment sur la métacognition alimentaire. Et les mesures utilisées dans la majorité de ces études, c'est plutôt des mesures de questionnaires qui sont très utiles dans le cadre clinique parce qu'elles sont rapides, mais qui par contre présentent également une variabilité parce qu'on a des questionnaires qui sont différents dans beaucoup d'études et qui du coup rendent aussi difficile la mise en commun des données. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudrait définir plus précisément ce champ de recherche et faire une étude empirique où on va comparer ces différents processus liés à l'autorégulation, la conscience interoceptive et tous les autres types de concepts liés à la conscience des comportements alimentaires. Sur le plan empirique, notre question de recherche, notre problématique, c'était, pardon, sommes-nous en capacité d'appliquer une surveillance métacognitive à nos connaissances en lien avec l'alimentation? Effectivement, nous, ce qu'on a montré, c'est oui,
concernant les connaissances nutritionnelles, on est en capacité d'évaluer la justesse de nos connaissances nutritionnelles. C'est ce qu'on a montré dans le méthano 1 et dans le méthano 2. Ensuite, oui, on est en capacité de prédire nos comportements alimentaires sur une semaine et d'ajuster la justesse de notre confiance à la probabilité que cette prédiction ait lieu. On a montré ça dans MetaPred, dans MetaPred Aging et dans HitMeta. Et non, par contre, nous, on n'a pas trouvé d'effet du niveau de satiété sur nos capacités de prédiction alimentaire et la sensibilité métacognitive associée à ces prédictions. Donc, c'est plutôt des résultats qui sont encourageants quant à l'étude des processus métacognitifs en lien avec des comportements alimentaires, soit au niveau des connaissances des prédictions. Et ces travaux, ils ont permis du coup d'avoir des apports méthodologiques parce qu'on a développé du coup deux paradigmes dans le cadre de cette thèse, le paradigme de discrimination de connaissances et le paradigme de prédiction alimentaire, qui nous permettent non seulement d'avoir accès à une performance de premier ordre, donc les capacités de discrimination, les capacités de prédiction, et du coup d'avoir accès à cette sensibilité métacognitive. Et dans le cadre de méthano, aux croyances métacognitives des individus, parce que du coup on a des connaissances objectives et la représentation que les personnes ont de leurs connaissances nutritionnelles. Ces deux paradigmes, ils sont intéressants aussi parce qu'ils peuvent être modulables. C'est-à-dire qu'on peut totalement imaginer dans le paradigme de méthano, des études méthano, d'utiliser d'autres types de connaissances, d'utiliser qu'un type de connaissances si on veut augmenter la force statistique et que notre objet d'étude focalise uniquement sur un type de connaissance. Par exemple, si je vais étudier les diabétiques, je peux peut-être me focaliser uniquement sur les glucides ou par exemple sur les taux de fer dans d'autres populations. Et dans le cadre des études MetaPred et IPETA qui ont utilisé le paradigme de prédiction alimentaire, on peut totalement imaginer un changement de mesure de prédiction. Peut-être faire plus des mesures de quantité, prédire les quantités qu'on va consommer. Et on peut également disons, imaginer lier le jugement de confiance à la prédiction et avoir par exemple les deux sur la même échelle. Donc, ici, à quel point avez-vous l'intention de consommer un aliment au cours des 7 prochains jours? Non, et répondre directement pas du tout confiant à totalement confiance. Et inversement, pour le oui, et du coup le faire en même temps, la prédiction et le jugement de confiance. Ces paradigmes, ils présentent des limites méthodologiques inhérentes à toutes les études en psychologie, hein, bien sûr, mais on a une population qui est quand même très spécifique, avec majoritairement des étudiants, des étudiantes en psychologie, et un groupe de personnes âgées dans le cadre de MetaPred Aging, pardon, qui ne présentent pas de troubles du comportement alimentaire et qui ne sont pas représentatifs de la population générale. Et on voit bien quand on analyse nos effets aléatoires, c'est qu'ils expliquent une grande partie de la variabilité de nos mesures, l'effet aléatoire par participant. Et c'est quand même intéressant de s'intéresser aux étudiants en psychologie, aux étudiantes en psychologie qui n'ont pas trop, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut avoir une base de données et chez les étudiants qui vont souffrir de troubles, et bah, du coup, on aura une base de données à qui comparer et voir si du coup, on peut avoir des déficits de métacognition quand on va souffrir de troubles de comportement alimentaire. Mais ce serait quand même pertinent d'aller observer dans la population générale si on observe des mêmes patterns de résultats. Et ensuite, au niveau de nos conditions expérimentales, on est uniquement sur des stimuli visuels informatiques, ce qui peut paraître être éloigné d'une certaine réalité, parce que quand on pense alimentation, on pense à avoir les aliments devant nous, mais finalement, il y a plein de personnes qui font leurs courses en drive et qui, du coup, quand ils vont faire leur panier de courses, en fait, ils vont être exposés à ces stimuli alimentaires. Quand on va au restaurant, quand on lit la carte du restaurant, les stimuli alimentaires, ils sont textuels, parfois visuels en fonction des restaurants où on va. On peut quand même avoir l'odeur dans le restaurant. Mais du coup, ça peut être quand même une condition qui peut être écologique. Mais ce serait également pertinent d'aller voir comment ça se passe dans les supermarchés, peut-être dans les cantines, pour voir également quand on a la présence des aliments, est-ce que ça va changer quelque chose. Si vous vous rappelez, du coup, notre problématique, c'est est-ce qu'on est capable d'appliquer une surveillance métacognitive? Mais je vous ai présenté, du coup, cette diapositive en premier et je vous ai dit, bah, il existe un deuxième processus métacognitif, le processus de contrôle métacognitif. Et peut-être que le lien entre ces deux processus, eh bah, c'est ça le facteur métacognitif qui va être impliqué dans toute la régulation des comportements alimentaires avec les facteurs physiologiques, socioculturels, environnementaux, cognitifs et psychologiques. Une manière d'aller étudier ce processus
de contrôle métacognitif, ce serait par exemple d'aller étudier les stratégies métacognitives. Est-ce que si j'ai mangé un brownie pour le goûter à 16 heures et je me dis que je vais manger par exemple une salade un peu plus légère le soir parce qu'en fait mes besoins en lipides, en graisse ont été utilisés pour toute la journée, c'est-à-dire que j'ai dépassé ma limite et que du coup je vais mettre en place cette stratégie d'aller manger un aliment qui va contenir peut-être moins de lipides, etc. pour du coup équilibrer mes besoins journaliers nutritionnels. Serait intéressant d'aller du coup observer cette deuxième partie de la métacognition qui est les processus de contrôle métacognitif. Finalement, cette thèse, selon moi, elle ouvre trois nouveaux axes de recherche. Comment on peut mesurer l'influence du processus de surveillance métacognitive sur la régulation des comportements alimentaires? On a montré qu'on avait une sensibilité métacognitive, mais on ne sait pas si cette sensibilité métacognitive, elle a une influence sur le comportement alimentaire des personnes. Deuxième axe, ce serait comment du coup étudier le processus de contrôle métacognitif et son influence sur le comportement alimentaire. Et dernier axe plus clinique, c'est est-ce que ces capacités de surveillance métacognitive, de contrôle métacognitif, elles vont varier chez les personnes qui vont souffrir de troubles du comportement alimentaire et potentiellement, si c'est le cas, aller investiguer sur le plan thérapeutique l'utilisation de méthodes basées sur les processus métacognitifs, ça pourrait être intéressant. Voilà, merci pour votre attention.